Bienvenue sur les sentiers de l'étrange, présenté par Georges Tussin et Christian-Jacques Attard, pour tous les amateurs de mystères et de phénomènes inexpliqués. Bienvenue dans notre émission sur les sentiers de l'étrange, où vous risquez peut-être de rencontrer sorcières et zombies. Eh bien oui, parce que c'est le thème de notre émission que nous allons aborder aujourd'hui avec Christian-Jacques Attard. Christian, bonjour. Bonjour. Je tiens à préciser quand même que tu es romancier, historien, cinéaste et même cinéphile, et que j'ai le grand plaisir de collaborer avec toi à cette émission, n'est-ce pas? Georges. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets qui fascinent les personnes, surtout les jeunes, on va en parler pourquoi, sont sur les sorcières et sur les zombies. Or, pour cela, nous avons une invitée d'honneur. Je vous rassure, c'est pas une sorcière. Non, elle est une ravissante et talentueuse romancière. C'est Stéphanie Del Regno. Stéphanie, bonjour. Bonjour Georges. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Merci à nouveau pour cette invitation. Eh bien, ça fait quelques mois d'absence. Je sais que vous étiez très occupé. Vous étiez parti vers d'autres aventures littéraires. Vous allez nous en parler d'ailleurs un petit peu. Et puis, vous faites partie intégrante de la radio, Vous avez collaboré sur plusieurs émissions, c'est puis un réel plaisir. Voilà. Alors, votre nouvelle vie littéraire, est-ce que vous avez aussi quelques projets de livres, mais à titre personnel Oui, j'ai un projet. Alors, je suis sur ce projet depuis plusieurs mois maintenant, mais il me manque le temps de le concrétiser, mais j'espère pouvoir y arriver dans les mois prochains. Donc, c'est un projet de documentaire. Alors, je veux taire pour l'instant la thématique parce qu'elle est quasiment pas abordée. D'accord. Voilà. Puis c'est une superstition d'écrivain, ça. Oui. On n'aime pas dévoiler le sujet de nos Il ne livres. faut pas dévoiler encore. Non. Tant que ce n'est pas concrétisé. Vous avez bien raison. Voilà, donc c'est vraiment le projet qui vous tient à cœur pour 2025. Bien, on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et avant de vous laisser le micro, je vais me retourner vers Christian. Eh oui, mon cher Christian, alors tu vas nous donner un petit peu ton regard, comme d'habitude, très rapidement, sur ces deux thèmes, sorcières, zombies, un peu le prologue de l'émission. Ouf, Georges. Oui, Christian. Finalement, ce sont des thèmes croisés. Parce qu'on retrouve dans la mythologie des sorcières, et puis dans celle des zombies après, beaucoup de points communs. Parce que ce sont, enfin dans l'esprit populaire, ce sont à la fois des victimes et des jeteurs de sorts. C'est-à-dire que les zombies sont, on en parlera, des victimes, dans l'esprit du zombie traditionnel et même du zombie de cinéma. Mais pour être des victimes, il faut qu'ils aient subi un sort. Les sorcières également, finalement. Elles sont à la fois des jeteuses de sorts dans l'esprit populaire, et puis elles ont malheureusement mal fini à cause même de cet esprit populaire qui a voulu se débarrasser de ces personnes qu'ils pensaient très dangereuses. Oui. C'était dangereuse pour eux. Oui, absolument. Excessivement. Oui, totalement. Donc ce sont des chemins croisés en fait. Et on verra que ce sont des chemins croisés aussi avec d'autres grands mythes, comme les vampires. Oui. Puisqu'il y a beaucoup de choses que l'on retrouve chez les zombies, qu'on retrouve aussi chez les vampires. Mais totalement. C'est également aussi un croisement que l'on peut faire avec le mythe de l'homme ressuscité. Frankenstein, par exemple. Oui. Qui a beaucoup, on verra, du vampire également. C'est intéressant, Là, on va ouvrir plusieurs portes, j'ai l'impression. Mais d'abord, on va aborder le chapitre des sorcières avec vous, Stéphanie, là. Alors dites-moi, vous avez consacré presque un chapitre entier dans votre livre Femmes, un de vos derniers livres, que je conseille à nos auditeurs et internautes. C'est le moment d'offrir cet ouvrage. Il est super documenté, très intéressant, un livre à avoir absolument. Et dans ce livre, il y a un chapitre sur les sorcières. Pourquoi vous vous êtes intéressé aux sorcières? Mais comme la thématique de mon livre, c'était les femmes, évidemment, quand on
on dit le mot femme, derrière il y a plein de déclinaisons, il y a plein de fantasmes, il y a plein de dérives aussi. Et forcément, on parle des sorcières, on pense aux sorcières. Notamment, alors, l'idée reçue, là, la première, c'est les sorcières de Salem, la fameuse chasse aux sorcières de Salem. Donc ça, c'est le plus connu. Mais nous, en France, depuis entre le bas Moyen-Âge et la Renaissance, en fait, on a eu plusieurs vagues de chasse aux sorcières qui étaient liées, en fait, à la religion. Oui. En fait. Donc chez nous c'était ça, alors que la chasse aux sorcières de Salem, c'était plus sur fond de crise politique, religieuse et raciale. Voilà. Mais nous en France, c'était essentiellement, enfin ce n'était que du 100% religion. Absolument. Et dites-moi, pour quelle raison cela fascine autant les jeunes actuellement? On pourrait citer Harry Potter, bien sûr, avant c'était Ma sorcière bien-aimée, Sabrina, American Horror, par exemple. Il y a beaucoup d'ouvrages sur les sorcières. Il y a une fascination quand même, même dans les téléréalités d'aujourd'hui. Tout à fait, Il y a eu des histoires où chacun s'accusait d'être une sorcière, d'avoir jeté un sort. Va en librairie dans les rayons ésotérisme, tu vas voir qu'il y a énormément de livres sur la magie, sur les sorcières, comment devenir une sorcière, les filtres, les amulettes. Il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. Comment vous interprétez ça, Stéphanie? Alors moi, ce que je vois, là où je travaille maintenant depuis presque un an, donc chez Pictos, on a essentiellement une marque, voire deux, qui sont dédiés à la magie. Et c'est vrai qu'on a un public extrêmement jeune, mais on n'est plus dans la sorcellerie du Moyen-Âge, on est dans une sorcellerie verte. Maintenant, en fait, c'est de la magie verte. Même les écolos se mettent dans la magie, absolument pas. La magie verte. Non, avant, c'était la magie blanche. Ou noire. Ou noire. Ah, c'est la plus terrible. Ça, c'est la sorcellerie, la magie traditionnelle. Mais maintenant, on parle de magie verte. Donc, on va surtout retrouver chez les jeunes, notamment. Et on va être dans les courants Wicca, druidisme, en fait des choses que nous, qui sont un petit peu nouvelles dans notre culture, qu'on a pompé en fait d'autres civilisations. Halloween. Entre autres aussi. Voilà, entre autres. Aussi. Mais c'est vrai que les jeunes s'intéressent. En fait, tout le monde s'est toujours intéressé. Enfin, tout le monde, non, pas tout le monde. Il y en a qui sont réfractaires à ça et à qui ça ne parle pas. Oui. Mais les sorcières ont toujours fait partie de nos croyances, ont toujours fait partie de nos traditions, ont toujours fait partie de l'imaginaire collectif aussi. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a accès à une autre forme de sorcellerie et qui va être beaucoup plus bienveillante maintenant. Et c'est vrai que les jeunes, là, ces nouvelles générations qui arrivent, sont des générations quand même qui sont beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus sages que nous, que les anciennes. Donc on voit bien qu'on peut améliorer oui, bien sûr. les choses. Et j'ai cru entendre tout à l'heure que vous parliez de magie en Wicca, non Oui, avec le... C'est pas de la Wi-Fi, c'est de la Wicca, là. Oui, mais la Wicca, mais pareil, en fait, on est... ça fait quelques années déjà qu'on en parle en France de ce courant Wiccan. C'est de la magie verte. Oui. Voilà. Ce qu'on appelait avant la magie blanche. C'est pour le bien-être. Non, c'est plus lié un petit peu au druidisme, au chamanisme. En fait, ce sont ces courants-là qui, pour nous, nos générations à nous sont un petit peu étrangères, quoi. C'est dans cette tradition qui suppose que lorsqu'on lance du mal à quelqu'un, ça peut revenir en boomerang sur nous, non? C'est un peu dans leur tradition. On est vraiment dans la magie noire Oui. Et la sorcellerie péjorative, en fait. Mais après, non, la magie verte, au contraire, en fait, on va célébrer des divinités grecques, romaines. Oui. Ah non, on est au milieu de la forêt. C'est la magie sylvestre. Oui, entre autres. Oui, c'est ça. Ouais, on est plus proche de la nature, en fait. Oui. Je vois que ça évolue d'année en année. De génération en génération. De génération, de civilisation en civilisation, oui, bien sûr. Nous, ce qu'on a connu avec le spiritisme, la magie noire et tout ça,
Maintenant, même s'il y a encore quelques adeptes, il y en a de moins en moins. Et tant mieux. Voilà, Absolument. au profit de la magie verte. Et d'après vous, les sorcières ont-elles un lien avec les féministes ou le pouvoir des femmes dans les figures modernes? Là, on ouvre un débat, là, par contre. Oh là 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 là. Non? Ça veut dire quoi que... Fais attention que les pieds, genre. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Oui. quoi que certaines femmes peuvent être taxées de sorcières dans leur malveillance? Non, mais c'est le pouvoir, au travers des sorcières, le pouvoir de la femme maintenant, qui faisait peur aux hommes. En fin de compte, au début, même au temps du Moyen-Âge, je pense que le pouvoir de la femme faisait peur à certains, surtout en milieu religieux. Le pouvoir de la femme fait peur depuis l'invention du christianisme, point barre. Depuis même bien avant, Adam et Ève, depuis la Bible, depuis... Oui, depuis le christianisme en fait, parce que le christianisme avant... c'était un petit peu après. Pourquoi à partir du christianisme, c'est intéressant. C'est Ève là. finalement. C'est Ève qui a commis le premier péché de trahison absolue avec Lucifer, le mal, etc. Oui, mais dans les évangiles, Marie-Madeleine avait une place prépondérante dans les évangiles. Oui. La femme Oui. que Elles ont été représentait effacées quand Marie-Madeleine. même, elles ont été effacées. Il ne reste plus que 8 femmes maintenant dans la Bible. Et toutes les autres ont été effacées. Donc on sait que la femme pose problème. Oui, oui, Mais bien sûr. Adam et Ève, c'est le christianisme, c'est la Genèse. Quand on regarde les sociétés d'avant, les civilisations d'avant, les Étrusques notamment, la femme était l'égale de l'homme. Oui, oui, tout à fait. Et même, elle était la protectrice parfois de l'homme. Si on prend les religions d'Assyrie, de Mésopotamie, Oui. c'était souvent la protectrice de l'homme. Ça l'est toujours, sauf que maintenant, ça l'est plus vu. Oui. Voilà. Il y a eu un basculement, donc, après ces civilisations que vous venez de citer, là, où la femme, véritablement, avait un grand pouvoir. C'était, en quelque sorte... hein, L'égale de l'homme, c'est tout. oui, oui. Oui, oui, elle est devenue suspecte. Mais oui. Suspecte de trahison. Oui, de Ouais. pactiser avec le diable. C'est ça, voilà. Vous voyez comment, de sorcière, on a dévié sur la femme. Parce qu'en fait, les sorcières, au tout début, en France, quand elles ont commencé à être qualifiées de sorcières et quand elles ont commencé à être pourchassées, c'était sous l'impulsion de, toujours pareil, le pape, c'est qui, Grégoire IX, au XIVe siècle. C'est lui qui avait un problème avec les femmes. Enfin, c'est lui qui s'est montré qu'on a pointé du doigt le plus. Le plus virulent. Voilà, avoir un problème avec les femmes. Et puis après, c'est lui aussi qui a mis en place l'Inquisition et qui a fait tous ces dégâts derrière, quoi. Donc vive Grégoire IX, quoi. Mais c'était ça, en fait. C'était, au tout départ, en fait, Grégoire IX suspectait les femmes d'avoir une vie sexuelle épanouie ou je sais pas quoi, mais sous le contrôle du diable, en fait. C'était ça. Donc ça a démarré de là. Oui, absolument. Et après, ça a dévié, où tout le monde pouvait être suspecté d'être sorcière. Alors il y avait quelques hommes aussi. Hein. Ah, j'allais vous poser la Il y question. avait quelques hommes, mais très peu. En France, on a quelques chiffres. Est-ce qu'il y a eu des sorciers qui ont été brûlés, qui sont passés par l'Inquisition? Oui, mais j'ai jamais retrouvé leur nom. Autant les femmes, oui, les femmes sorcières, oui. Mais les hommes, non. Mais je sais qu'en France, il y a eu plus de 92% des sorcières, en fait, étaient des femmes. Ah oui. Donc il y avait quand même un peu plus de 7% de sorcières. Absolument, absolument. Voilà. Et Oui, là, ils étaient suspectés. En fait, c'était la... En même temps, il était très facile pour les sorciers hommes de renvoyer la culpabilité sur les femmes. Donc c'est les femmes qui se faisaient prendre et les hommes qui y réchappaient, quoi, en fait. Oui. On a des cas dans le sud-ouest, par exemple dans l'Aude. Il y a un cas de sorcière. Oui. Vas-y. J'ai un cas dans l'Aude, je me souviens à peu près, c'était au XVIIe siècle, sous l'évêque Pavillon, donc l'évêque d'Alais. Et là, dans le Carcob, c'est dans les régions les plus froides de France, hein, tu vois, c'est la misère, les épidémies, les moutons qui meurent, enfin bon, et là on cherche des coupables. Donc on va récupérer un espèce de bonhomme qui va désigner en fait les coupables,
Oui. qui seraient des sorcières, mais lui-même est un sorcier déjà. Donc on va le payer pour qu'il C'était puisse- généralement des femmes un peu marginalisées, on va dire, hein. ou trop belles, Ou trop, voilà, qui étaient dérangeantes. qui étaient dérangeantes d'une Ouais, manière ou d'une ouais, autre. ouais. Voilà. Et donc ce monsieur va chercher, va désigner une dizaine, une quinzaine de femmes qui vont être regroupées dans une prison, quoi, en attente d'un jugement sommaire, bien sûr. Oui. Mais on a clairement payé un sorcier pour désigner des sorcières. Oui. Donc on comprend que les hommes échappent plus facilement que les femmes, quelquefois, à la vindicte populaire, quoi. Et là, très étrangement, c'est un évêque, c'est l'évêque Pavillon, qui entend parler de cet emprisonnement et qui va affronter pendant 3 jours de marche forcée d'Alès jusqu'au sommet des Pyrénées, sous la neige, va affronter donc les intempéries pour sauver ces femmes. Et il va y arriver. Et il va arriver donc... alors, on ne peut pas forcément généraliser, puisque là, c'est l'Église qui sauve les Oui, sorcières, absolument, finalement. absolument. L'évêque d'Alès va donc sauver ses sorcières. Ah oui. Voilà. À la dernière Histoire minute. intéressante. Voilà. Là, c'est super. Et j'aimerais raconter quand même, très rapidement, l'histoire d'Angèle de la Barthe, qui était une sorcière qui habitait près de Toulouse, près de Muret, donc c'était proche. Oui. Elle habitait à la Barthe-sur-Lèze. C'est ça. Voilà, village moderne maintenant. Et elle fut accusée d'avoir eu des relations charnelles avec Satan. Et cela a donné naissance à l'âge de 53 ans, paraît-il, à un monstre à tête de loup et à queue de serpent. Elle fut condamnée en 1275 pour sorcellerie par l'Inquisition à être brûlée vive sur la place de Toulouse, et ce fut la première femme, première sorcière à être brûlée à Toulouse. Et il y a quelques mois de cela, j'étais tombé sur la déclaration de procès-verbal de cette Angèle de la Barthe, voilà, qui, à mon sens, peut-être, elle a mis au monde un être un petit peu difforme, étant donné son âge, 53 ans, peut-être, quelqu'un d'handicapé, qu'à l'époque, on a dit, voilà, c'était à cause de la relation avec Satan. Ça peut aller loin, ça. La pauvre femme a été brûlée, première sur Toulouse. Et vous connaissez une histoire aussi de sorcière un petit peu particulière? Non, Non, on ne connaît pas. Nous, en tout cas, la première sorcière connue, référencée, enfin sorcière entre guillemets, oui. la première jugée sorcière et condamnée à mort, c'était Marion de la Droiturière. Elle a été brûlée vive sur les bûchers en 1390. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. Effectivement, ça a été une hécatombe à une époque. Ah, complètement. Hein, Ouais, au ouais. Moyen-Âge, l'Inquisition. Et même après. Et même après. Même après. Jusqu'au XVIIe siècle. Jusqu'au en fait. XVIIe. On en a eu, Ah, complètement. Ouais. donc on a eu plusieurs vagues. On en a eu une en 1462-1467, où là on était vraiment sur des vagues. Après on a eu 1588-1612 et après tout le XVIIe siècle. Et la toute dernière jugée sorcière qui a été exécutée, par contre on ne connaît pas, on ne sait pas sous quelle forme, on ne sait pas comment elle est morte. Il s'agissait de Louise Révillot, qui a été exécutée en 1778 et quand même 96 ans après la décriminalisation de la sorcellerie. D'accord. Et les parlements partaient à la chasse aux sorcières. Ouais. J'ai un autre exemple, c'est Jean d'Espagnier, qui était quand même le président du Parlement de Bordeaux, et qui par 2 fois est parti dans les Pyrénées, du côté de Tarbes, de Pau, carrément à des chasses aux sorcières. Quelqu'un de le dire. Oui, tout à fait. Alors ça, c'était au XVIIe siècle. Hein. Ouais. Et donc, on va parler un peu des rituels de sorcières. Il y a des rituels. Il y a eu des rituels. Je vous écoute pour apporter une précision, justement. Et la chasse aux sorcières de Salem, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un souci qui était sur fond de politique. C'était racial et c'était un petit peu religieux. Voilà, donc il y avait, ça n'avait rien à voir avec de la sorcellerie. En fait. Donc, on a voulu éliminer des personnes gênantes. Mais c'était des personnes, à l'époque, donc Salem, c'est un petit bourg en Amérique du Nord, Oui. donc, de l'État du Massachusetts.
qui était divisé en deux. Il y avait d'un côté un petit peu les richousses et de l'autre côté les pauvres. Et ils ont décidé, à un moment donné, en fait, ils ont voulu se créer leur propre croyance. Donc, ils ont nommé un pasteur. Et le pasteur, lui, donc, il a fondé une branche du catholicisme qui était très austère. Donc, il y a des fidèles qui se sont un peu insurgés, quoi, en disant que voilà, c'était trop carré, qu'ils ne pouvaient pas vivre leur foi dans des conditions aussi austères. Donc, en fait, après, ça a été le bordel. Ça a été juste ça. Et puis, à l'époque, donc, c'était colonisé, c'était les colons. Donc, il y avait cette histoire de racisme, donc d'un côté les blancs et d'un côté les noirs et les pauvres noirs qui étaient persécutés. Donc, et qui étaient accusés aussi de sorcellerie. Voilà, donc oui, on comprend mieux. 141 suspects. Oui. 141 suspects. Oh là 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 là. Et ouais, je sais, ouais. Je sais. Ouais, c'est terrible. Il y a un peu plus d'une centaine d'exécutions. Donc il y en a qui étaient, donc la majorité était brûlée sur le bûcher. Il y a eu une pendaison et après les autres on les laissait crever dans des geôles. Ça fait froid dans le dos là. Ce que l'être humain est capable de faire, c'est ça. On voit sur. C'est horrible, horrible. Alors les rituels, les sabbats. Expliquez-nous un petit peu en quoi cela consiste. Ou ne consiste pas. Je ne sais pas. À vous de débattre. Expliquez-nous un petit peu. Les sabbats. Alors, ça se passe... Moi, je ne vais pas trop vous expliquer les sabbats parce qu'il y a les esbats aussi. On va en parler, justement. Lié au cycle lunaire, je crois, les esbats. Oui. Et là, donc, moi, ce n'est pas du tout ma partie. Moi, je suis vraiment dans les sorcières traditionnelles. Et là, les sabbats et les esbats, en fait, ça fait partie du paganisme. Ah oui, c'est quand même bien cloisonné. C'est complètement autre chose. En gros, les sabbats et les esbats, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de la magie verte et au rythme de la nature, des cycles de la lune notamment et du soleil aussi, et des éclipses. Voilà. Ouais. Quelque chose à rajouter sur ça Sur les sabbats Oui, sur les sabbats. Écoute, ça fait partie aussi de cette mythologie. C'est vrai que, bon, malgré tout, les sabbats, on a attribué aux sorcières, en tout cas telles qu'on les a arrêtées et brûlées et martyrisées, de participer à des sabbats, de se transformer en toutes sortes de bêtes, chats, chauves-souris, de chevaucher des balais. Enfin bon, on connaît tout ça par le cinéma et par la littérature. Oui, totalement. Mais justement, il y a beaucoup de romantisme gothique qui s'est greffé à tout ça. Hein, bon. Et Disney s'est bien inspiré aussi des sorcières pour les contes d'enfants et leurs histoires. Il y a beaucoup d'histoires de sorcières. Oui. Donc, de bonnes fées. Bon, aussi. De bonnes fées, donc c'est un petit peu lié. Une grosse bêtise aussi. Ouais. Oui. Ouais. Enfin, Disney, c'est pas une référence. Quoi. Oui, bien entendu. Bien, écoutez, on ouvre le volet maintenant des zombies, ce qui ne nous empêchera pas aussi peut-être c'est croisé que tu... absolument. Et là, j'étais stupéfait, mon cher Christian, d'apprendre que les zombies existaient. Complètement. Alors, mais avant d'en parler, là, si tu veux, toi qui es cinéphile, comment expliques-tu un petit peu un tel succès pour les récits post-apocalyptiques, on va dire, des zombies? Mais tu veux dire actuellement? Actuellement, sur Walking Dead, La Nuit des Morts Vivants, c'est un peu plus ancien. Parce que je pense que ça rejoint... Oui, absolument. Ça rejoint nos peurs actuelles. En fait, ça rejoint, on le voit, les peurs d'épidémie globale, mondialisée. Ça rejoint notre peur face au transhumanisme aussi. Que va devenir l'être humain? Est-ce qu'on ne va pas perdre notre âme? Est-ce qu'on ne va pas être remplacé par des machines qui finalement vont faire de nous des zombies? Oui, en quelque sorte. D'une certaine manière. Est-ce qu'on va survivre au réchauffement climatique? Est-ce que ce réchauffement climatique ne va pas lui-même nous transformer en des sortes de zombies à la recherche d'eau, à la recherche de nourriture? Est-ce qu'on ne va pas s'agresser les uns les autres? Enfin, c'est tout ça que ça... Oui, ça met en exergue nos peurs, en quelque sorte. Exactement, c'est pour ça que c'est un tel succès, c'est que en fait ça transpire une angoisse existentielle actuelle.
C'est ça, hein, le zombie, quoi. Oui. Mais alors, moi, j'ai été surpris d'apprendre que les zombies, ben, ça existait, bon, on va en parler dans le monde entier, mais plus particulièrement en Haïti, avec une relation avec la religion vaudou, en quelque sorte. Tout à fait. Mais la religion vaudou, bon, elle est originaire d'Afrique, du golfe de Guinée, donc de ces pays... D'Afrique. Oui, oui. Donc, en fait, elle a été amenée à Haïti par les esclavagistes. Hein, c'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, on a commencé à piller Haïti. Quand je dis on, ce sont les Européens, les Espagnols. C'est Christophe Colomb qui a découvert Haïti, Hispaniola à l'époque. Et quand il a pillé toutes les ressources minières de l'île, de la grande île, hein, Saint-Domingue, Haïti étant la gueule, on va dire, de l'île de Saint-Domingue, il s'est dit, bon, maintenant, on a tout pillé au niveau minier, il faut essayer de faire feu de tout bois, il reste quand même le sucre, il reste toutes sortes d'épices, tout ce dont les Espagnols étaient friands, le café, enfin plein de choses qu'il fallait récolter et ramener en Espagne. Et pour ça, on avait besoin de main-d'œuvre, parce que l'île n'y suffisait plus, quoi. Et donc, on a ramené des esclaves d'Afrique. Ouais. Et les esclaves d'Afrique ont ramené avec eux leur culte. Et c'est comme ça que Donc, le vaudou. Donc, parmi d'autres. Parmi d'autres, parce que c'est vrai que le vaudou a pris des tas de formes. Alors, on rappelle ce qu'est le vaudou. Parce que... C'est une religion, mais alors, c'est ce qu'on appelle, basée sur quoi? À Haïti, on appelle ça une religion, enfin pas qu'à Haïti, au Brésil, en Louisiane, à Cuba, même en Afrique du Nord, hein, parce qu'il y a des pratiques qui s'assimilent au vaudou, au Maroc par exemple. C'est ce qu'on appelle une religion syncrétiste, c'est-à-dire qu'elle est faite à la fois d'animisme. Alors l'animisme étant l'idée que les dieux puissent s'incarner dans la nature, hein, dans les rochers, l'herbe, les arbres, les fleuves, mais aussi le christianisme. Puisque quand les esclaves ont été amenés par bateau, par cargaison entière à Haïti et ailleurs, en fait à bord il y avait des prêtres, où il y avait des gens qui essayaient de les convertir au christianisme. Donc il y a une espèce de mélange qui s'est fait entre leur religion d'origine et l'idée qu'ils se sont faite du christianisme. Oui, mais alors le rôle de la zombification, on va l'appeler comme ça, c'est quoi? C'est une forme de punition, un moyen de contrôle Alors à Haïti, il y a trois sortes de... Enfin aujourd'hui, les anthropologues pensent qu'il y a trois sortes de zombies. Il y a le zombie psychiatrique, c'est-à-dire qu'il n'est pas plus zombie que toi et moi, mais si tu veux, il y a, comme partout ailleurs, des schizophrènes, des gens qui ont des problèmes psychiques pathologiques, psychiatriques. Voilà, des pathologies psychiatriques lourdes. Et le contexte social et le contexte psychosocial aidant, ces gens-là vont développer une sorte de zombification, si on peut dire, hein, c'est-à-dire une sorte de comportement qui va les rapprocher de ce qu'on peut qualifier de zombies dans l'esprit populaire, alors qu'ils ne le sont pas. Oui, là ce sont des Ils cas... vont prendre des apparences. Voilà, des cas psychiatriques. On peut dire la première forme. Oui. Après, il y a une seconde forme de zombie que moi je pourrais qualifier de zombie à la Martin Guerre. Je ne sais pas si vous connaissez le film Martin Guerre. Martin Guerre... Ça vous dit quelque chose avec Depardieu? Oui. C'est l'histoire de quelqu'un qui arrive dans un village dans les Pyrénées et puis qui finalement se fait reconnaître comme l'enfant perdu du village et puis tout le monde l'adopte. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Il n'a jamais été du coin. Et en fait, Haïti a subi tellement de tremblements de terre, d'ouragans, de guérillas, en fait, toutes sortes de malheurs, qu'il y a des familles qui ont été décimées. Et qu'on ne sait plus trop, quand quelqu'un se présente, et qui se dit le frère ou le grand frère qui a disparu dans le tremblement de terre il y a 10 ans ou 15 ans, s'il faut le rejeter ou si au contraire il n'est pas très intéressant de l'accepter parce que ça fait un bras de plus. Alors finalement, les familles finissent par adopter des gens qui se disent des zombies, hein, qui disent on a été zombies pendant des années, on s'est réveillé tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait se libérer de cette zombification et on revient vers vous, notre famille, 15 ans après. Mais même bien avant. C'est tendancieux ça. Hein, c'est totalement tendancieux. Oui, c'est appelé de zombification. Là. Non, c'est ça. Ces deux premiers cas ne sont pas du tout. Oui, absolument. Mais on appelle ça des zombies quand même. Absolument. Tu as bien fait de le souligner. Voilà.
Parce que, si tu veux, voilà, tu as bien compris qu'il est intéressant dans une famille pauvre d'avoir quelqu'un, un bras puissant pour travailler la terre, quand on en a perdu 2 ou 3. Bien sûr. Voilà. Et donc, la main-d'œuvre à bon marché. Voilà. Et en même temps, c'est pas que la main-d'œuvre à bon marché, parce qu'un homme solitaire qui se retrouve à l'abandon, dans la pauvreté, va se retrouver comme ça une famille, va se retrouver une femme et des enfants. Enfin bon, ça arrange tout le monde. Mais ça, c'est arrivé dans les temps modernes. Martin Guerre. Voilà. Martin Guerre, mais même là, dernièrement, il y a eu des cas de personnes qui sont présentées en disant « mais je suis votre fils qui avait disparu Mais ça a été le cas après la guerre de 14-18, par exemple, où les fermes manquaient de bras, bien sûr. Alors, on n'y pense pas, mais c'est vraiment... absolument. Tu as bien fait de le souligner. Voilà. Et après, il y a une infime partie de vrais zombies. Ah, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est ce qui va vous intéresser. Parce que là, en fait, il y a des zombies pour toutes sortes de raisons en réalité. D'abord, parce qu'on veut se débarrasser de quelqu'un. Alors ça peut être sa femme, ou ça peut être son mari, ça peut être son frère, parce que son frère, il a des propriétés, mais alors que toi, tu n'en as pas, et que tu aimerais bien les avoir. Ça peut être aussi parce qu'on veut une femme, parce que les femmes sont toujours, malheureusement, les victimes, bien souvent, parce qu'une femme est très jolie, et que ça serait bien de pouvoir la posséder. Et donc, on va mettre en place une zombification, effectivement. On peut appeler le terme, on peut appeler ce terme-là. Ou alors, il y a encore une autre raison, il y en a plein, en fait, il y en a des dizaines de raisons, qui est... on a affaire à un criminel, on a affaire à un violeur, on a affaire à un voleur, on a affaire à un assassin. Tout le monde le connaît. La justice le laisse faire, parce que Haïti, c'est actuellement l'anarchie, et ça a toujours été, finalement. Bon. Et là, il y a des sociétés secrètes constituées que les anthropologues connaissent, qui vont convoquer ce personnage et qui vont lui dire, écoute, on te donne un premier avertissement, tu te remets dans le droit chemin, sinon, il va t'arriver des problèmes. Et le problème ultime, c'est être zombie. Voilà. C'est-à-dire, alors, comment on peut zombifier une personne? Eh bien, écoute, alors, à Haïti, ils ont ce qu'on appelle des Ougans ou des Bokors. Des Bokors, des sorciers, en des sorciers. Voilà, c'est des sorciers. Mais c'est même des groupes constitués. C'est-à-dire que tu as le Bokor, tu as son assistante, tu as les assistants du Bokor qu'on appelle les Unsi, tu as les hommes de basses œuvres qui vont faire le sale boulot pour les Bokors. Et ces Bokors-là, en fait, ce sont des sorciers qui, eux, par contre, ils manipulent des produits excessivement dangereux. Et il y en a un, c'est la tétrodotoxine, TTX, qui est issue d'un poisson qu'on connaît tous, c'est le poisson globe. Alors là-bas, ils appellent ça le foufou, mais on appelle ça le fugu au Japon. C'est ces fameux poissons que tu connais, qu'on peut manger, mais alors il faut vraiment le spécialiste ultime, parce que sinon tu risques la mort. Donc, ce sont des extraits toxiques qui sont extraits donc, de ces poissons-là, mais d'araignées, de crapauds, enfin de toutes sortes d'horreurs, de choses, quoi. Et on va faire en sorte que la personne qui a été désignée, pour les raisons que je viens d'expliquer, pour être le futur zombie, puisse être en contact avec le poison. Alors le poison, il a une forme de poudre. Finalement, on va le disséquer, tu vois, enfin c'est pas le disséquer, on va l'assécher pour qu'il finisse par devenir une poudre. Et cette poudre, on va pouvoir la mettre soit au sol, pour les gens qui marchent pieds nus, soit on va la mettre sur des accoudoirs. Il y a un médecin... Mais pas dans les aliments, Il y a un médecin qui a été contaminé comme ça, c'est-à-dire que chaque fois qu'il mettait ses coudes sur l'accoudoir, son fauteuil en tissu, il prenait cette poudre, soit dans les chaussures, c'est-à-dire que, voilà, et comme on mélange à ces produits toxiques des saponaires, en fait, c'est-à-dire des produits qui vont permettre de mieux faire pénétrer le produit dans la peau, petit à petit, mais même assez rapidement, la personne va finir par développer d'abord des vomissements, des malaises. Alors on va la croire malade la plupart du temps, parce que justement, elle a ses symptômes au début. Et puis elle va finir par tomber dans le coma. Et le coma, donc c'est des battements cardiaques qui sont très très peu perceptibles. C'est une paralysie générale, c'est-à-dire que la personne est consciente, elle entend, elle voit, mais elle ne peut plus bouger. Elle a une paralysie totale du corps. Horrible, voilà. Horrible. Et là,
il faut quand même dire aussi qu'il n'y a pas de zombies sans complicité. Alors la complicité, c'est celle que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire les maris, le beau-corps lui-même, qui veut changer de, Toujours des complices. de partenaire sexuel, c'est le jaloux qui veut prendre une terre qu'il ne peut pas avoir autrement, des complices. Il y a peu de médecins à Haïti, donc les certificats de décès sont signés par les proches. Voilà. Ah d'accord, c'est beaucoup plus facile. Donc, on a tendance à dire, cette personne, même si on n'est pas sûr à 100% qu'elle est vraiment morte, elle est morte. Voilà. Et donc on l'enterrait. Elle est enterrée. Alors, elle est enterrée, si c'est par exemple un criminel, à qui on a déjà dit, tu fais gaffe, parce que si tu continues sur cette voie-là, il va t'arriver des petits problèmes, lui, il va avoir la dose. On va dire la classe premium. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on va le mettre dans un cercueil avec une glace en verre, on va lui laisser les yeux ouverts, hein, parce qu'on ne va pas fermer ses yeux, il va avoir les yeux ouverts. On va mettre le carré blanc dans l'émission. Ah oui, oui, non, mais c'est effrayant ce que tu nous racontes là. C'est une émission terrible. Donc on le met dans le cercueil, on le met au fond de sa fosse, et là il voit en fait, il entend, il voit. Et il voit même avec cette glace là au-dessus de lui, il voit quoi, il voit les pelletées de terre lui tomber dessus. Mais il ne peut plus bouger, il est paralysé. Il ne peut pas parler, pas bouger, rien faire, il ne peut même pas faire le moindre petit signe. Mais à un moment donné, plus d'oxygène. Justement, tu soulèves le bon problème. C'est que pour éviter ce problème-là, il faut que le cadavre, le pseudo-cadavre, soit déterré très vite. Ah oui. Donc il y a maximum, on va dire 24 heures, et même bien avant. Donc les assistants du Boko vont se dépêcher la nuit d'aller retirer le cadavre. Et ils vont commencer à lui mettre la tête en bas et les pieds en l'air, tu vois, bien le secouer, le fouetter, si c'est possible, lui mettre de l'eau glacée, enfin toutes sortes de choses qui vont le réveiller. C'est le faire sortir de cet état. Le réanimer. Le réanimer. Une résurrection, en quelque sorte. Voilà, mais ça ne va pas durer longtemps, on peut dire la prise d'air libre, parce que tout de suite, on va lui remettre une capuche sur la tête, et on va l'entourer avec des ficelles, et on va l'amener très possiblement à 15-30 km de là, tu vois, dans un coin où il n'a jamais mis les pieds, et où là, il va devenir un esclave. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut maintenir un état... Un esclave, mais il reprend un petit peu ses fonctions, non? Enfin, oui, il va reprendre ses fonctions végétatives. Oui, mais en même temps, il ne va pas reprendre pleinement conscience de sa mémoire. Oui. Il ne va pas reprendre conscience de ses facultés qui ont été altérées souvent par le poison. Hein. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, on a eu le cas d'une jeune femme qu'on a retrouvé, c'est sa sœur qui était bonne sœur, hein, qui l'a revue sur un marché déambulé et qui l'a reconnue. Et on lui a fait faire des examens assez poussés, des IRM et autres, et on s'est rendu compte qu'elle avait quand même de sacrées lésions cérébrales. Hein. Donc ça ne laisse pas indemne non plus. Non, c'est pas anodin. Non. Et en même temps, cet état est maintenu par d'autres drogues. C'est-à-dire que dans la nourriture qu'on va donner à l'esclave, hein, le gars qui va travailler dans une canne à sucre, ou qui va travailler en usine, ou qui va même travailler, parce qu'il faut quand même le dire, pour des petits dictateurs locaux, hein, c'est une petite mafia locale, on sait que par exemple François Duvalier, dit Papa Doc, hein, et son fils Jean-Claude, dit Bébé Doc, et leur tonton Macoute, les fameux tontons Macoute, il y avait quelques zombies au milieu. Hein, c'est-à-dire des types qui étaient complètement allumés et qui avaient la cartouche facile. Hein. Donc en même temps, ça faisait régner une espèce de terreur absolue. Parce qu'on se disait, Papa Doc, il a des zombies avec lui. Quoi. Donc ça sert à des tas de choses, le zombie. Puis après, c'est des esclaves sexuels. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on a une femme très, très mignonne qui est là, à loisir, on en fait ce qu'on veut, on lui fait des gosses, c'est terrible, oui. En général, en Amérique du Sud, au Mexique, comme ailleurs, est totalement différente de la nôtre. Hein. Oui. Le cadavre, le corps mort n'a pas la même valeur portée que chez nous. Il n'y a peut-être même pas le même respect. Il y a des bocaux, par exemple, qui se servent de morts. Je me souviens d'un cas où quelqu'un dit « mon voisin me veut du mal, je crois que j'ai des poules qui meurent, c'est lui, c'est sa faute ». Il va voir un boco, donc un sorcier, et le sorcier lui donne un liquide, il lui dit « tu verses le liquide autour de chez toi, et puis tu verras, il va arriver un problème à ton voisin, quoi ». Alors le gars qui a été voir le boco lui dit « non, moi je veux pas qu'il meure, le voisin ». Oui.
Et puis le lendemain matin, il se réveille et il y a un mort, quoi. Il y a un type tout nu étalé là où il a mis le liquide. Visiblement, c'est une arnaque. Tu vois, le sorcier a dû aller déterrer dans un cimetière un mort assez frais et il a posé là en faisant croire que c'était son filtre très puissant qui a déposé qui avait tué le voleur. Donc, tout est possible là. Tout est possible. Mais c'est quand même pris au sérieux en Haïti actuellement, je parle. On est en 2024. Bien sûr. C'est non seulement pris c'est pas relayé au titre des légendes. Ah non. Il s'est même légiféré. Il y a une loi, un article de loi qui interdit ce genre de pratique. Et quelquefois, mais très rarement, il y a des jugements, mais de moins en moins d'ailleurs, parce que vu ce qui se passe là-bas, l'état d'anarchie du pays. Mais il y a un cas célèbre, celui de Narcisse. Oui, bravo. Clavius Narcisse. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Alors, qui est revenu, je ne sais plus combien d'années après sa mort. Lui, il est mort 2 fois, bien sûr. Hein. Oui. Il est né en 1922, donc il est mort une première fois 40 ans après, en 1962, de soi-disant hypertension. Oui. On l'a enterré, comme je vous l'ai expliqué. Et puis il a disparu de la circulation, quoi. Et un beau jour, le gardien de son camp de canne à sucre, de son usine, s'est fait agresser. Et donc, il a pu s'échapper. Alors, on pense que c'est soit ça, soit le fait qu'il y a une tradition. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est dans... C'est croisé avec les sorcières. Avec les vampires. Les vampires, avec les sorcières. oui. C'est parce qu'on pense que on peut maintenir le zombie dans l'état si on ne lui donne pas de sel. Et ça, dans le domaine des sorcières, le sel, c'est énorme. Quoi, hein. Voilà, alors pourquoi cette attribution au sel, là, ce rapport au sel? Mais le rapport au sel, il est... autant les sorcières que les... je pense que c'est un ingrédient, c'est sacré, le sel est sacré, quoi. Autrefois, les Hébreux échangeaient du pain et du sel, enfin, c'est quelque chose d'incontournable, de sacré, et en général, c'est quelque chose qui a un rapport au divin, et on pense que, enfin, scientifiquement, on pense plutôt que le sel est un inhibiteur, c'est-à-dire qu'il va arrêter l'effet du poison. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce qu'il y a des traditions, on met du gros sel. Bien sûr. Tout autour. Pour protéger nos maisons, c'est bien ça. Tout à fait. Et donc, il y a un rapport. Mais on a un rapport aussi avec les vampires, parce que, bien évidemment, quand même, les gens ne sont pas bêtes. Ils savent très bien que leur défunt peut devenir, et peut-être qu'il n'est pas défunt, définitivement défunt, qu'il va pouvoir devenir un zombie. Donc, ils font appel à... des individus de basse besogne, quoi. Et ces gens-là, ils vont aller zigouiller le mort, quoi. Ils vont retuer le mort, quoi. Donc on va lui mettre un pieu dans le cœur. Ça ne te rappelle rien. Ça me rappelle rien. Oui, bien sûr. Vampire. On va lui couper la gorge. Dracula, voilà, Sylvanie. On va lui couper les membres inférieurs pour pas qu'il puisse marcher, tu vois. Donc, tu vois les horreurs que ça provoque. Et là, on est sûr que ton défunt ne sera pas devenu vampire. Mais c'est une forme de zombification, parce qu'ils ont besoin, entre guillemets, de sang humain pour se régénérer, les vampires. Oui. Dans la tradition des vampires. Dans la tradition des vampires, oui. Voilà. Mais... voilà, donc... Mais dans le monde, est-ce qu'il y a d'autres traditions de zombies, je ne sais pas moi, en Sibérie, en Mongolie par exemple, où des chamans ont le pouvoir de contrôler les esprits, je vois. Ou de ressusciter les morts. Oui, mais ça, c'est là aussi... Oui, mais ressusciter les morts, c'est autre chose. Là. À condition que le mort soit mort. Ah. Voilà. Donc, on vient comprendre que quelques drogues peuvent tellement bien simuler la mort qu'on a vraiment l'impression que la personne est morte. Et que, effectivement, le chaman peut déclarer qu'il va ressusciter quelqu'un qu'il a peut-être quelquefois lui-même. Oui, les personnes qui étaient en état de catalepsie. Oui. Et qui a repris la vie, et que légalement était mort. Alors, ce qui se fait maintenant beaucoup à Port-au-Prince, dans le cimetière de Port-au-Prince, enfin, ce qui se fait beaucoup, c'est que les familles veillent les morts, quoi. Ce qu'on faisait autrefois, d'ailleurs, ici. On veillait les morts pendant 3 jours. Maintenant, c'est fini. Et d'ailleurs, on mettait un voile, un drap sur les miroirs. Tout à fait. Voilà, la tradition. Et donc, les familles veillent le cercueil, enfin la tombe,
pour empêcher le sorcier, enfin le Bokor et ses adjoints, de venir récupérer le cadavre. Ouais. Donc c'est une des solutions aussi. Absolument. Mais par contre, pour revenir sur les zombies, j'ai vu un documentaire là, il y a quelques mois où il parlait de cas de zombies, peut-être vous l'avez vu passer en Europe de l'Est, et on penserait à une maladie en fait, qui touche plusieurs personnes. D'accord. Et on ne sait pas. On ne sait pas si c'est lié. Alors c'est sûrement. Alors on pense à une intoxication, donc soit de l'eau, machin, mais ça touche surtout les enfants. Oui. Et c'est en Europe de l'Est. Enfin, je vous retrouverai le reportage. Oui. Mais qu'on déclare mort et qui. Non, qui sont à l'état de zombies, qui sont vraiment zombies comme dans Thriller, Michael Jackson, quoi. Ben, c'est un peu le cas Walking Dead, suite à une épidémie. Oui. Enfin, c'est un petit les scénaristes ont imaginé toutes sortes de choses. On peut imaginer. En tout cas. Même le recours aux extraterrestres, hein, puisque là. Ben oui. Bien sûr. Alors, recours aux extraterrestres, ça me plaît. Oui, vas-y. En littérature. Approfondis, là. Eh ben, il y a plusieurs films qui ont été écrits sur le principe que, en fait, des cosses venus de l'espace allaient transformer allaient prendre possession des vivants, enfin, et les transformer en zombies. Voilà. C'est les profanateurs de sépulture. Voilà, c'est intéressant. Voilà. Et je vais te poser la même question qu'à Stéphanie, en ce qui te concerne, parce que tu es romancier, tu es auteur. Est-ce que ça te tente d'écrire un jour un livre? Sur le plan historique, oui, parce que comme je t'ai expliqué, par exemple, je vous ai expliqué l'histoire de cet évêque, qui au péril de sa vie, finalement, a été sauvé des sorcières. Je trouve que c'est une histoire fascinante. Peut-être un projet littéraire futur, là. Je pense pas, parce que malheureusement, en littérature, et Stéphanie est là pour nous le dire, on se fait de fausses idées sur ce que le public va pouvoir aimer ou apprécier. Et quelquefois, quelque chose qui nous touche à nous, et on a l'impression que ça va faire effectivement un super roman, qui n'intéressera personne, en fait. Donc voilà, moi j'ai beaucoup d'histoires que je garde pour moi, parce que j'ai conscience qu'elles n'intéresseront personne. Oui, mais bon, pour revenir un peu aux zombies, aux morts, etc., au Brésil, au Mexique, il y a une tradition quand même aussi. Complètement, bien sûr. Voilà. Surtout... ça a d'autres noms. Alors moi, je n'ai pas trop de mémoire à ce niveau-là, mais tu vois, au Brésil, par exemple, on appelle ça le candomblé ou le macumba. Macumba, on connaît Macumba. Voilà. Oui, mais c'est pas la même chose. À Cuba, c'est la santeria. Puis on vient de parler du vaudou haïtien. Donc, en fait, chaque pays a recomposé un petit peu sa propre religion. Haïti, c'est très, très drôle d'ailleurs de voir la liste des dieux en Haïti, parce que en fait, ils ont un panthéon qui est de milliers de dieux. Bon, pour nous, on est pauvres à côté. On a un dieu. On a un seul dieu, mais eux, ils en ont des milliers, avec des noms vraiment. C'est vraiment très drôle des fois. Par exemple, le dieu de la mort chez eux, c'est le baron samedi. C'est drôle. C'est un nom drôle, mais enfin, ça fait très peur. Mais la tradition au Mexique, c'est d'aller dans les cimetières et de manger avec les morts, entre guillemets, sur la pierre tombale. Ils déposent les victuailles. Mais si tu cherches que c'était aussi une tradition chez nous. Oui, Stéphanie. Et puis de les prendre en photo morts. Oui. De les prendre en photo jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et après, c'est surtout après dans les tribus africaines qu'il habille. Il est mort, mais il habille, et puis chaque personne va lui faire une offrande. Puis en plus, il est très bien habillé. Le mort, il est en costume. C'est ça, il est très élégant en général. Alors qu'il est mort. Oui. Ils ont une tradition différente un petit peu de la nôtre actuelle. Hein. On a tendance maintenant un peu à écarter ces traditions. Disons qu'elles se sont diluées avec le temps. Maintenant, on porte des chrysanthèmes sur les tombes. Mais moi, je me souviens dans ma famille, qui est d'origine maltaise, il y avait encore cette tradition du pique-nique dans les cimetières. C'est-à-dire le jour de la Toussaint, on préparait un pique-nique avec des ingrédients bien définis, et toute la famille allait au cimetière et allait manger autour de la tombe. Autour de la tombe. Donc, je trouve ça sympathique. Pourquoi pas? Oui.
Hein? Oui, enfin, Actuellement, ça serait vu un petit peu d'un drôle d'air, ça. C'est dommage parce que le 1er novembre, souvent il pleut, il fait froid. Oui. Faire un pique-nique comme ça. Oui, c'est un pas pique-nique, génial. mais on peut le faire tout le long de l'année. On n'est pas obligé de le faire, on peut le faire à des anniversaires. oui, à- voilà, résurrection à Pâques. Après, est-ce que les cimetières autorisent ça? Bon, je pense je pas, sais mais bon. Ouais, Je pense voilà, que ça doit c'est ça, être. quoi. Oui, c'est des traditions qui se sont perdues, Ouais. mais de toute façon, ça Oui. c'est certain. Perdu, pas si que ça, parce que j'ai quelques amis qui le font, ça. Ah, tu vois, genre. Ouais. Ouais. Au moment des anniversaires. Bon, sur les... De naissance ou de mort? Je sais pas. Honnêtement, je vous dirais une bêtise, hein, mais au niveau des anniversaires, ils vont se recueillir et puis manger un gâteau, voilà, autour de la tombe. Enfin, Moi, j'ai trouvé ça sympa. en Occident, notre rapport à la mort a quand même beaucoup changé. Ah, le rapport à la mort a Je complètement crois- changé. Georges, tu as fait une émission sur Sainte-Thérèse. Non, pas Sainte-Thérèse, la bergère d'ici. Oui, Saint-Germain de Sainte-Germaine, Pilbrac. excuse-moi, Sainte-Germaine. Saint-Germain. Et tu citais le cas de Sainte-Germaine où on a sorti le corps de son emplacement et Totalement. on l'a laissé des années Oui. dans la sacristie. Oui, Voilà, ça choquait personne hein, finalement. ouais, ouais, Voilà. totalement. Et c'est des choses qui se sont vues. Qu'on avait retrouvé en état Ouais. intact. Mais d'ailleurs, Saint-Germain. à Toulouse comme à Milan, c'est bien connu en Italie, il y avait des endroits où les momies étaient visibles de tout le monde. Ah ben oui, étaient complètement. visitées par tout le monde. Donc le rapport à la mort en Occident a quand même énormément changé. Il y a eu des tas d'écrivains célèbres, des historiens célèbres qui l'ont étudié. Oui, Ouais. absolument, absolument. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça, de zombies dans le monde. Si tu permets, je voudrais citer quelques livres. Allez, vas-y. On le fait pas Très bien. d'habitude. Oui, on ne le mais, fait pas, mais on va le faire aujourd'hui, voilà. puisque nous avons Stéphanie, qui est quand même dans le milieu littéraire et de l'édition, on va en parler d'ailleurs. Donc, Je te laisse le soin de présenter Pour les gens tes qui livres. s'intéressent aux zombies, je conseille les livres d'un médecin qui est un médecin légiste. On va le montrer. Je vais le montrer. Et anthropologue qui s'appelle Philippe Charlier. Il est assez connu. Tu tapes Philippe Charlier Ouais. sur n'importe quel moteur. Et voilà. Et donc, il a écrit un livre qui est un petit livre dans cette collection qui est la collection La Petite Bédéthèque des Savoirs et qui est à la fois un livre avec... Enfin, il y a finalement très peu de texte, mais qui est surtout un roman graphique, Ah oui, effectivement. mais qui est très bien fait et qui nous dit tout sur les zombies. Lui, il distingue les zombies avec un E, ce sont les zombies de cinéma, du zombie I sans E, qui sont les zombies, les vrais zombies. Et Et ensuite, il y a ce livre qui s'appelle Le Vaudou, Magie ou Religion de Jean Kerboul, qui est un peu plus ancien. Bon, le Oui. mien est en super état. C'est la collection Les Énigmes de l'univers. Et qui, lui, est une étude quand même très complète d'anthropologie sur le mythe des zombies et sur le vaudou. et Donc, en matière de sorcières, qu'avez-vous, à part votre livre Femmes, où il y a un chapitre, il y a d'autres livres, non, qui parlent de sorcières, spécialisés dans ce domaine? Oui, il y a quand même pas mal d'ouvrages documentaires sur le sujet. Hein. Il suffit d'aller sur Amazon et Oui, de on taper en trouve, sorcière et- absolument. Oui, Bon, il y a quand même pas mal de... on reste dans le milieu littéraire, dans le milieu de l'édition. Je sais maintenant que vous êtes très occupé, vous faites partie d'un gros groupe d'édition. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, il s'agit du groupe Pictos. On est en périphérie de Toulouse. La maison mère, c'est DG Diffusion, donc qui existe depuis plus de 40 ans. Pictos a été créé il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Oui, voilà. Donc en fait, moi, j'y étais à l'avant-début dans cette société il y a 18 ans et j'y suis revenue, donc ça va faire 1 an. Donc on est le 2e acteur de l'édition en Occitanie. On a 13 marques d'édition à ce jour, 13 maisons, avec des lignes éditoriales complètement complémentaires et puis assez hétéroclites. Donc on va C'est-à-dire hétéroclite, à quel on point va- de vue? Alors, tout à l'heure, je vous parlais de magie verte, notamment Mhm. de paganisme. Donc, on a au moins 2 marques qui sont dédiées à ça. Mais après, donc, en marque historique, on a les éditions d'Angle, chez lesquelles j'avais commencé donc, en 2006, spécialisées en médecine, en santé, Oui. Oui. naturelle, on va Mhm. dire. On a les éditions Trajectoire, spécialisées en ésotérisme traditionnel. On a les éditions Granchet,
On a les éditions du Terran. Donc il y a Aluna, vous allez en parler. Ah, je vais en parler, un coup de cœur. Hélios, dont je m'occupe un petit peu là, spécialisée en spiritualité. Les marques d'Alliance Magique, donc Alliance Magique, Danae, Hermesia, Chronos Arenam, et je dois en oublier une, Arcana Sacra. Voilà, Arcana Sacra. Mais ça touche beaucoup à la spiritualité, aux médecines douces, parallèles. En gros, on est sur tous les domaines, sauf la politique. Oui. On ne fait pas. La vie après la mort, oui, tout ça, ce qui est... On va trouver ça avec tous les Murphy et tout ça. Oui, donc là, on est... Parce qu'en plus, on a redessiné les lignes de chaque maison d'édition, puisque à chaque fois qu'on rachète une maison d'édition, ça peut un petit peu... interférer. Voilà, exactement. Oui. Donc on a réaligné tout ça. Après, moi, je m'occupe surtout d'Hélios et de trajectoire avec mon binôme Reza. On est vraiment dans l'ésotérisme traditionnel et puis moi avec Hélios dans la spiritualité New Age. D'accord. Et vous aviez auparavant, vous, 2 maisons de disques. La Vallée Heureuse et Sibylline. Alors oui, la Vallée Heureuse qui existe toujours. Sous forme associative maintenant, et puis donc justement c'est DG là qui reprend toute ma diffusion de distribution parce que j'ai plus le temps de m'en occuper, et il est prévu que je ferme la Vallée Heureuse quand les stocks seront écoulés. Ah, d'accord. Voilà. Et donc avec Sibylline. Voilà, parmi vos titres personnels, on rappelle, il y a Femmes bien sûr, mais il y a d'autres titres que je n'ai pas en mémoire. Il y a le Codex Figas, il y a Lilith, Lève Maudite, il y a le Livre des Dames Blanches. Ouais. Je dois en oublier. Un premier livre que j'avais coécrit avec Jean-Pierre Perrault sur le roi Salomon. Qu'on peut retrouver sur quelques Amazon. ouvrages de Yves Lignon. Oui, voilà. Après, il y a tous les 3 titres d'Yves. Et on a une pensée, bien sûr, pour le professeur Lignon, qui a écrit de très nombreux ouvrages. Qui se serait régalé à parler Ah, de mais zombies. totalement. Ah, c'est certain, c'est certain. Et donc, Christian, toi de ton côté aussi, comme je le disais, tu es romancier, tu as sorti quelques ouvrages. À quelle maison d'édition? En ce qui te concerne, comment ça se passe? Mais dernièrement, c'est plutôt Philomène Alchimie. Et ce sont essentiellement des ouvrages qui sont consacrés à des lieux, qui sont des chapelles ou des églises, qui ont un intérêt au niveau symbolique, au niveau alchimique. Voilà. Le dernier, c'est une toute petite chapelle que je vais faire visiter la semaine prochaine à un groupe d'une 30aine de personnes. On le dit. Dans l'Aude, qui s'appelle Notre-Dame du Cross. Et ton dernier... Oui. Si je peux me permettre, vous pourrez nous le soumettre, votre manuscrit? Ah, mais il est déjà édité. Il est déjà édité. Il est déjà édité. C'est dommage. Parce que l'alchimie, ça fait vraiment partie Ben des piliers trajectoires. Un projet? On en parlera. Absolument. Ton dernier livre, c'était un conte? Oui, c'était des contes. Ouais. C'était des contes. Alors, j'étais persuadé que ça ne marcherait pas. Ouais. Tu vois. Et puis finalement, il a pas mal marché. Mais des contes... 22 nouvelles, contes. Autant les adultes peuvent trouver quelque chose à l'intérieur que les enfants. Que c'était un domaine qui était... Tu as joué sur les 2 tableaux, là. Oui, je sais pas. Bon. Et moi, j'ai un petit coup de cœur également pour présenter un livre dont la maison d'édition Aluna fait partie de votre groupe, si j'ai bien compris. Voilà, c'est un coup de cœur pour tous les amateurs d'ésotérisme, de spiritualité, de psychologie des profondeurs. En quelque sorte, c'est l'ouvrage de Florence Argelès. Alors, Florence Argelès, est psychologue clinicienne, formée aux thérapies comportementales et cognitives, et qui vient donc de sortir, on le disait, aux éditions Aluna, La couleur des ténèbres. Et je peux vous dire que c'est un thriller psychologique, autobiographique, où l'auteur, durant 20 ans, vingtaine d'années, lors de son sommeil profond, eh bien une créature terrifiante l'a entraîné dans les méandres de son inconscient. Donc c'est un ouvrage qui vous réservera bien des surprises.
Et c'est une fabuleuse voie initiatique pour se trouver soi-même, enfin guérir et guérir de ses peurs. Surtout, je le recommande très fortement, c'est une découverte de soi. Je rappelle le titre, comme vous pouvez vous en apercevoir, La couleur des ténèbres, aux éditions Aluna. Voilà, nous arrivons presque au terme de cette émission fort intéressante sur les zombies, les sorcières, surtout en cette période d'Halloween. C'était le moment de faire cette émission, je pense. Ah oui. En tout cas, je vous remercie énormément. Merci Stéphanie. Merci Georges. Pour votre intervention toujours percutante, intéressante sur le domaine des sorcières. Et bien sûr, mon cher ami Christian, sur les zombies. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye. Merci à vous.